Analytics Engineering. C'était quoi la tendance là-dessus? L'Analytics Engineering, pour le schématiser, c'est un peu un profil qui est à la croisée entre un data engineer et un data analyst. Okay. On n'avait pas encore une communauté de profils assez matures. Moi, je voyais souvent où tu vois, les managers aussi, parfois, n'étaient pas issus du métier. Donc, ça crée des complexités, justement, pour valider ces éléments-là, pour avoir l'influence côté des décisionnaires. Et même les équipes techniques, tu voyais souvent des profils sortaient d'école, ils étaient data scientists. Il n'y avait pas de senior data scientist pour travailler avec eux. On est data scientist, on connaît les maths, on connaît la probabilité. Mais en fait, la vraie valeur vient quand tu as l'intersection des deux. Parce que finalement, quand tu crées ton produit, c'est pour répondre à un besoin spécifique métier. Il faut justement comprendre le métier, le marketing, la finance, pour justement apporter de la valeur. La dernière tendance, c'est un peu, ça rejoint un petit peu celle dont je te parlais tout à l'heure, le passage de la data science vers le machine learning engineering. Donc là, c'est quelque chose qui est aussi encore plus remis au goût du jour, je trouve, avec l'arrivée de l'IA générative. Le métier, en fait, l'évolution du métier dans les 5 prochaines années, quel est le focus qu'on doit avoir, en fait, nous, en tant que freelance, en tant que data scientist, en tant que, bref, peu importe le profil. Dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que toi tu vois? Ça va dépendre de la famille de métiers dans laquelle on est. Il y a beaucoup de boîtes qui ont cru qu'elles allaient résoudre leurs problèmes data avec, tu vois, genre un profil data scientist junior, alors que non, en fait, c'est des sujets qui sont complexes. Ouais. Tu peux mettre 5 ans, 10 ans avant d'être très bon sur ce sujet-là. Donc... Merci beaucoup, Robin. Hello, moi c'est Natacha Njongwa-Yepga. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et à travers ce podcast, mon objectif, c'est de vous inspirer, de vous montrer la voie des possibles, de vous montrer à quel point la data et l'intelligence artificielle peuvent transformer votre quotidien, peuvent transformer votre carrière. Donc grâce à la data, vous pouvez réellement changer la donne. Et aujourd'hui, on va parler du marché du monde de la data. Parce que pour pouvoir exceller dans ce domaine, pour pouvoir justement prendre les priorités pour l'année 2025, il faut comprendre comment est-ce que le marché se comporte, quels sont les métiers tendances, quels sont les besoins des entreprises en 2025. Pour en parler, j'ai eu le plaisir d'inviter sur cette chaîne Robin Conquet. Avant de vous laisser avec mon échange avec Robin, laissez-moi vous présenter qui est Robin Conquet. Robin, c'est un passionné de la data et de l'IA qui a travaillé en tant que manager dans des entreprises comme Artefact. Et aujourd'hui, il est le fondateur du podcast DataGen, le podcast qui va décortiquer les stratégies data des plus belles boîtes comme Air France, Doctolib, Blablacar et autres. Son objectif, c'est d'aider la communauté à bien comprendre les stratégies, les tendances et les meilleures pratiques des différentes boîtes. Avec plus de 100 interviews déjà réalisées, Robin, c'est une véritable mine d'informations sur des thématiques clés comme la Modern Data Stack, le Data Mesh, l'IA générative, le Self-Service Analytics et autres. Donc, dans ce podcast, il partagera avec vous sa vision sur les tendances et surtout les stratégies data des plus belles boîtes françaises. En écoutant ce podcast, vous allez comprendre les priorités de l'année 2025, sur quoi est-ce qu'on doit mettre d'accent, sur quoi est-ce que la plupart des boîtes vont se concentrer et ça va vous aider, vous êtes freelance, vous êtes en entreprise, à bien comprendre le marché pour mieux vous positionner. Je ne vous en dis pas plus et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous parce que c'est comme ça que des personnes de plus en plus impactantes auront envie de venir partager leur expérience sur cette chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez et surtout, bonne écoute à vous. Alors Robin, après avoir interviewé plus de 100 Head of Data dans la francophonie, quelles sont les priorités que tu as observées sur le marché de la data en général? Quelles sont les tendances que tu as observées en 2024 et quels sont les sujets marquants qui ont émergé cette année dans les différentes entreprises que tu as pu observer? Je pense qu'il y a 3 tendances qui me viennent en tête. Alors sur 2024, c'est difficile de tracer une ligne super précise, mais on va dire des tendances qui sont déjà bien matures et qui l'étaient particulièrement sur 2024. Il y en a 3 que je peux te citer. Tu me diras si tu veux qu'on les creuse par la suite. Okay. La première, c'est la Modern Data Stack. Je ne sais pas si c'est un sujet avec lequel ton audience est familier, mais qui est vraiment récurrent moi, dans les échanges que j'ai effectivement avec les leaders data qui sont invités sur DataGen. Et donc, grosso modo, c'est quels sont les outils qu'ils vont utiliser pour mettre en place leur architecture data. Tu me diras si tu veux creuser ce point. La deuxième tendance, c'est une tendance moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la tendance, et là je couple un peu deux
tendances ensemble. C'est la tendance de l'analytics engineering, qui est une discipline qui a explosé en France depuis quelques années et qui est encore un sujet vraiment d'actualité, hein, mais qui commence à bien mûrir. Et ça, je le couple avec le sujet de self-service autour de l'analytics, dont on entend souvent parler. Donc pareil, tu me diras si tu veux qu'on creuse un peu ce couple-là. Okay. Et la dernière que je trouve intéressante, et ça, je pense que tu en as déjà parlé sur le podcast, c'est un peu le passage de la data science vers le machine learning engineering. Alors, je fais exprès de schématiser, mais c'est histoire de dire que pendant longtemps, on était plutôt sur des sujets plutôt exploratoires, et que là, on sent vraiment que maintenant, le focus est à l'industrialisation sur les sujets d'intelligence artificielle. Et donc, les entreprises, j'ai l'impression aussi, pour marquer le coup, commencent à utiliser d'autres termes. C'est-à-dire qu'on voit les rôles changent. C'est-à-dire que des profils qui étaient data scientists hier, aujourd'hui, on les appelle des machine learning engineers. Des équipes qu'on appelait data science hier, on les appelle des équipes machine learning engineering. Et donc, on voit vraiment aussi cette tendance qui s'accélère, quoi. Ah, ok, du coup, en 2024, on va revenir sur les 3 priorités que tu as mentionnées. J'aimerais qu'on commence déjà par Modern Data Stack. Pourquoi Modern Data Stack? Est-ce qu'il y avait une approche traditionnelle avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi aujourd'hui on parle de Modern Data Stack, justement? Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi la philosophie derrière? Est-ce que c'est la même chose que Data Mesh? Bref, j'ai aussi suivi ce genre de thèmes. C'est quoi la Modern Data Stack? Alors peut-être pour faire une comparaison, en général, on va la comparer à une stack plus traditionnelle, historiquement, qui allait être vraiment les stacks data, par exemple on-premise, avant le cloud, qui était du coup plus complexe, qu'on devait hoster chez nous. Parfois, on devait carrément gérer les serveurs, etc. Bon, là, c'est une manière vraiment de le schématiser et où ça allait être difficile d'avoir aussi les mêmes performances que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça pourrait être la définition la plus basique, mais ça fait quand même un moment, on va dire, que ça dure. Okay. Et après, la définition aujourd'hui, en tout cas de la Modern Data Stack, c'est plutôt l'assemblage de quelques briques qui sont clés pour préparer et mettre à disposition la donnée, tout simplement. Et donc, c'est vrai que historiquement, donc, on avait le cloud, on va dire plutôt on-prem. Donc ça, déjà, c'était quand même... C'est-à-dire c'est un cloud privé spécifique oui, c'est ça. À l'entreprise. C'est ça. Et l'entreprise avait un département qui était en charge d'acheter des machines pour avoir plus d'espace de stockage, plus de compute. Et donc, tout ça, déjà, ça rajoutait une lourdeur. Ça faisait que c'était beaucoup plus compliqué de lancer un projet data. OK. Et ensuite, y a plein de briques qui n'existaient pas encore. C'est-à-dire que dès que tu voulais ingérer de la donnée, il fallait développer tous les pipelines. Donc tout de suite, c'était des projets d'envergure. Okay. Ensuite, pour transformer la donnée, c'était aussi compliqué. Donc pour aller préparer tes indicateurs, c'était compliqué, etc. Donc c'est juste que tout était plus compliqué. Et aujourd'hui, depuis qu'il y a eu l'accélération du cloud, donc les grands clouds, ça va être ceux de Google, avec notamment BigQuery, mais c'est Google Cloud Platform, mais l'outil le plus connu, ça va être BigQuery. Okay. Tu as du Redshift de AWS, donc de Amazon. Tu as, je sais plus, la base de données aussi de Microsoft, donc avec le cloud Azure. Ouais. Et tu vas avoir... alors là, on passe un peu sur les data warehouse, mais d'autres outils qui sont connus, qui permettent justement de transformer ta donnée, de la stocker, etc., genre des Snowflake, etc. Mais parlons surtout des vrais clouds, donc GCP, Azure et AWS. Oui. Et ça, ensuite, en fait, ça a permis d'accélérer et de simplifier le fait tout simplement de stocker et d'avoir du compute pour transformer sa donnée. Et en fait, tu as plein d'autres briques qui sont venues s'ajouter, qui étaient directement ce qu'on appelle cloud native. Okay. Et donc, c'est des briques qui te permettent simplement de mettre à disposition ta donnée plus rapidement. Et donc, les briques principales, ça va être par exemple les briques qu'on appelle d'ingestion. Donc, c'est des outils, je ne sais pas si ça te parle, type Fivetran ou Airbyte, qui te permettent, en fait, ils ont déjà développé tous les connecteurs pour toutes les sources dont tu pourrais avoir besoin. Ce qui fait que tu vas beaucoup plus vite pour ingérer les données. Donc, c'est en gros, ingérer la donnée, c'est quoi? Il y a les données, je récupère des données d'une base A à une place B, c'est ça la gestion. Je sais comment ce que tu dis dans la Modern Data Stack, c'est plus en fait créer des briques d'infrastructure qui nous permettent justement de mettre en place... D'aller beaucoup plus vite. D'aller beaucoup plus vite dans le process d'ingestion de données. Okay. Et donc, idem, tu as tous les outils de business intelligence qui, historiquement, étaient plus complexes à mettre en place sur ton infrastructure, etc., sur ton on-prem, qui se sont adaptés au cloud. Et donc, maintenant... en fait, en 3 clics, tu prends ta licence. En 5 clics, tu connectes à ta base de données, tu aspires ta donnée et tu as tes tableaux de bord qui sont en place. Et donc, en fait, c'est le fait d'avoir cette suite d'outils qui s'intègrent bien ensemble, qui sont tous natifs du cloud
et qui te permettent finalement, je schématise fort, hein, mais en quelques clics, avec des compétences techniques qui sont beaucoup moins grosses qu'avant, de faire toute la chaîne de la data. C'est un peu ça dont on parle quand on parle de la moderne data stack, quoi. Ça veut dire que durant l'année, les entreprises travaillent essentiellement pour mettre en place ces modernes data stack, c'est bien ça? Après, alors ça rejoint un peu une autre question dont tu voulais qu'on parle sur la différence justement entre les différentes boîtes, notamment les startups et les grosses boîtes. Donc peut-être pour aussi donner un peu de contexte, hein, effectivement, tu parlais de DataGen en intro. Donc effectivement, dans le cadre de DataGen, moi je vais interviewer ce que j'estime être, avec mes biais, les entreprises, les leaders data des entreprises les plus matures, avec un gros focus sur les startups, les boîtes du digital, et notamment les grosses startups, un peu les 30 licornes qu'on a en France, que j'appelle parfois en rigolant nos GAFA à nous, parce que c'est un peu nos startups du digital les plus matures, et les boîtes du CAC 40. Et du coup, en fait, on voit qu'il y a quand même des grosses différences. Donc, côté startup, effectivement, là, depuis quelques années, ça a été un peu le projet numéro 1, moderniser sa stack, se mettre au carré sur cette stack. C'était vraiment vu comme les fondements, quoi, pour commencer à accélérer sur la data. Et côté grosse boîte, c'est le cas aussi, mais c'est juste qu'on est sur des temps plus longs. Donc ça fait des années que les grosses boîtes ont commencé tout simplement à aller vers le cloud. Mais si tu veux, le temps qu'une startup, c'est normal, hein, ils sont beaucoup moins nombreux et ils sont plus agiles. Passe la totalité de la moderne data stack, la grosse boîte, elle est juste allée vers le cloud. Après, elle lance le projet avec les outils d'ingestion, il faut migrer tous les pipelines, enfin, ça prend plus de temps. Tu vois. Mais la dynamique est la même. C'est juste que la tendance, elle est très mature côté startup, alors que je pense qu'on est encore en plein dedans côté grosse boîte. Après, tu vois, côté grosse boîte aussi, c'est souvent beaucoup plus risqué parce que ce sont des milliards qui sont en jeu. C'est une histoire, en fait, sur les entreprises qui sont là depuis des centaines d'années. Donc, changer tout l'historique, je pense, ça demande quand même du temps. Alors que les startups, en général, c'est quoi? 5 ans, 2 ans, 3 ans, en fonction de la maturité. C'est pas forcément aussi ancien que les grands groupes et c'est plus agile souvent. Donc, j'imagine que c'est ce qui explique que les startups ont pu accélérer sur la partie moderne data stack pendant que les grands groupes sont au niveau de la migration au cloud. Elles font plus d'études, il y a plus d'enjeux. Et puis, tu as aussi des enjeux parfois de sécurité, de souveraineté. Tu as aussi des grosses boîtes qui ne veulent pas aller vers ces clouds-là. Et donc, là, c'est toute une autre discussion. Donc, bien sûr, quand je parle de cette tendance, je ne dis pas qu'il faut absolument y aller. Après, chaque boîte doit prendre sa décision en fonction de son contexte, quoi. OK. Donc, première tendance, c'était la moderne data stack. On a vu, au côté startup, ça a bien évolué. Côté grand groupe, on migre vers le cloud. Maintenant, le deuxième point que tu as parlé, c'était Analytics Engineering. C'était quoi la tendance là-dessus? Alors, c'est l'Analytics Engineering et le self-service. Je mets un peu les deux ensemble. Donc, en fait, l'Analytics Engineering, pour le schématiser, c'est un peu un profil qui est à la croisée entre un data engineer et un data analyst. Et donc, c'est un profil qui a émergé depuis quelques années aux États-Unis et qui est arrivé en France depuis un peu moins de temps. Mais tu vois, moi, ça fait déjà facilement 2-3 ans que je commence à en entendre parler quand j'interviewe des boîtes. Et là, pour le coup, initialement beaucoup en start-up, ça suit un peu la même tendance, ça met un peu plus de temps, mais maintenant aussi dans des grands groupes. Tu en as par exemple chez Decathlon notamment et plein d'autres. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que historiquement, tu avais les data engineers qui étaient plutôt focus sur ingérer la donnée, ce dont on parlait un peu tout à l'heure, les pipelines, etc. Dessiner la stack, la maintenir, s'assurer qu'on ait cette architecture data qui fonctionne. Et puis, tu avais les data analysts et les data scientists qui étaient plutôt sur l'activation de la donnée. Donc, pour les data analysts, des analyses à forte valeur ajoutée ou des tableaux de bord. Et pour les data scientists, aussi des analyses à forte valeur ajoutée, mais aussi des modèles, de la data science, etc. Et en fait, il y avait un peu un chaînon manquant sur ce qui se passe au milieu et sur ce qu'on appelle la modélisation de la donnée, la préparation des données dans le data warehouse. Et donc ça posait pas mal de soucis. Finalement, ce qui se passait souvent, c'est que les data engineers, ils mettaient à dispo la donnée, mais de manière plutôt brute. Il n'y avait pas trop de préparation, parce qu'eux étaient un peu trop loin du business pour savoir ce qu'il fallait faire. Et je ne jette pas la pierre, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les data analysts et les data scientists, du coup, eux faisaient eux-mêmes les modèles, mais ils les faisaient un peu en silo, chacun dans leur coin. Et ça, en fait, à l'échelle d'une entreprise entière, ça crée des soucis parce que ça crée des problèmes de fiabilité de données. C'est-à-dire que quand tu as tous les data analysts qui, dans leur coin, préparent leurs données, leurs indicateurs de leur côté, etc., et les data scientists aussi qui préparent leurs données de leur côté, etc., ça fait que tu peux commencer à avoir des indicateurs identiques, mais qui ont été pensés différemment.
les requêtes SQL sont pas les mêmes. Et donc, c'est des choses qui, à un niveau individuel, n'ont pas l'air graves, mais mis à l'échelle de l'entreprise, ça peut créer plein finalement d'analyses contradictoires à terme. Et ça peut commencer à même créer de la paralysie dans l'entreprise. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu as plein de boîtes qui ont commencé à se dire, OK, il faut qu'on fasse un gros focus sur ce qui se passe au centre, notamment la modélisation de la donnée, qu'on ait des frameworks pour modéliser la donnée, qu'on fasse données brutes, données intermédiaires, données préparées, qu'on fiche bien les indicateurs et qu'on s'assure qu'ensuite, lors de l'activation de la donnée, ils utilisent bien de la donnée qui a été préparée, validée, mise en qualité, etc. Et tout ça, c'est un peu ce qu'on a commencé à réunir, parce que c'est un gros morceau dans cette discipline qu'on appelle maintenant l'analytics engineering. Après, voilà, ça, c'est le wording qui vient aussi des États-Unis. Tu vois, tu avais déjà des data engineers qui faisaient ce travail-là, tu vois, qui vont monter au créneau et qui vont me dire on faisait déjà ça, etc. Peut-être, mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, c'est comme ça que se structure le marché. Le rôle d'analytics engineer, il est vraiment en train de prendre sa place dans toutes les boîtes, tu vois, typiquement toutes les startups les plus matures, etc. Et dans pas mal de boîtes aussi, de grands groupes, comme je le citais au début, tu vois, Decathlon, je crois, Pernod Ricard et d'autres. Ok. En fait, si j'ai bien compris, la tendance d'analytics engineer, c'est plus le fait que, comme tu as dit, les data engineers font la pipeline, on va extraire la donnée et stocker la donnée brute, entre guillemets. Data analyst, data scientist, récupérer ces données brutes-là, aller les transformer pour pouvoir faire les analyses. Et le point où je n'ai pas compris, c'est analytics engineer, je suppose, qu'est-ce qu'il fait en fait, en quoi le fait d'avoir des analytics engineers va corriger ce problème d'avoir des analyses contradictoires, entre guillemets. Parce que si j'ai un analytics engineer qui va aussi faire un peu le travail d'ingestion de la donnée, il me semble, est-ce qu'il va communiquer cette donnée transformée aux data scientists, par exemple, dans les équipes? Alors, historiquement, ça a été plus pensé pour l'analytics. En tout cas, c'était un peu la priorité. Mais là, aujourd'hui, on voit que les modèles qui sont mis en place, les tables qui sont créées finalement de données préparées par les analytics engineers, vont aussi être utilisés par les data scientists. L'idée étant de répondre au même problème, de dire en fait, on prépare une seule fois la donnée, et c'est la même donnée qui est utilisée pour les data analysts et pour les data scientists. Donc l'idée, c'est de se dire que hier, en fait, le data engineer, il était déjà sous l'eau, parce qu'en plus, il n'y avait pas encore les outils modernes dont on parlait. Donc lui, il faisait des pipelines d'ingestion. Enfin, il était déjà sur vraiment des choses très, très techniques, la stack à faire évoluer. Donc mettre la donnée brute, peut-être avec un peu de transformation, c'était déjà du boulot. Et il n'avait pas le temps vraiment de se poser sur comment il faut modéliser cette donnée pour qu'elle réponde en même temps aux data analystes, en même temps aux data scientists, en même temps à tous les départements, le marketing, machin, les trucs, hyper complexes. Et donc, effectivement, le rôle de l'analytics engineer, c'est de reprendre le bébé, entre guillemets, une fois que la donnée est ingérée, et de penser la manière dont on va organiser les tables pour ses clients internes à lui. Et donc, finalement, les clients de l'analytics engineer, c'est les data scientists et les data analysts. Donc, il va dire, OK, le data analyst, son use case, c'est ça, il faut qu'il ait telle table. Ah, mais cette table, elle est en doublon avec une autre table qu'utilise le data scientist. Donc, il faut qu'on arrive à les merger, à faire une table qui convient bien pour les deux, pour éviter d'avoir des doublons. Enfin, tu vois, là, un peu la logique, ça va être ce genre de choses, quoi. En fait, c'est comme un intermédiaire entre data engineer et data scientist, finalement. C'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est un peu le chaînon manquant, tu vois, au début, pour schématiser. Entre les deux, exactement. Parce que, effectivement, j'ai discuté dans l'épisode, je ne sais pas, c'était 3 du podcast avec Christophe, justement, où il partageait un peu cette vision où c'était data engineer de faire uniquement la partie extraction des données brutes, mettre en place la pipeline, mais après, c'est plus aux data analystes et aux data scientists de transformer. Effectivement, si chacun transforme de son côté, on risque d'avoir des doublons. Il y a Charlotte Dodo qui prenait l'exemple en fait, du chiffre d'affaires qui était en triple dans les bases de données, et ça ne voulait pas forcément dire la même chose. Donc, le fait d'avoir ce rôle central qui structure tout fait en sorte qu'au sein de l'organisation, on est cohérent en fait, dans les analyses qu'on met en place. C'est bien ça. Et la troisième tendance, on peut passer à la troisième tendance du coup. Analytics engineer, maintenant. Tu as parlé également de data science en migrer vers machine learning engineer. Donc, en gros, en quoi ça consistait justement ce type de travaux? Alors là, pareil, je schématise. L'idée, c'est de prendre vraiment de la hauteur sur comment s'est développée la data science dans les entreprises. Et en fait, si on regarde n'importe quoi effectivement sur les 10 dernières années, parce que ça fait quand même longtemps que les entreprises travaillent sur ces sujets, mais pendant longtemps, on était vraiment sur des sujets exploratoires. L'idée, c'était de faire ce qu'on appelle des proof of concept ou des prototypes en français pour aller prouver la valeur, mais sur des périmètres qui n'apportaient pas forcément effectivement la valeur. C'est-à-dire qu'on était sur des trop petits périmètres ou sur des choses qui n'étaient pas industrielles, et donc ce n'était pas forcément adopté. Et donc, ça n'avait pas l'impact
qu'on souhaitait. Mais ça a permis de conforter les entreprises dans le fait que okay, ça marche, ça marche pas. Peut-être ils ont testé 10 projets, ils se sont rendus compte qu'il y en avait que 3 finalement qui avaient vraiment le potentiel d'avancer, etc. Et donc à l'époque, on n'avait pas forcément encore besoin dans les équipes data science de la partie ML engineering, en tout cas pas autant. On essayait déjà d'industrialiser, mais c'était moins le focus. Ou en tout cas, voilà, les entreprises n'étaient pas encore prêtes. Tout est lié parce que justement, les stacks data n'étaient pas encore prêtes. Tu vois, la préparation de données n'était pas encore prête. Donc après, tout se boucle en fait. Et là, on voit clairement, je trouve, depuis quelques années, qu'on a un peu changé de paradigme et que l'objectif maintenant, c'est d'industrialiser. Donc on a un peu passé l'étape de on fait des tests. Les entreprises, entre guillemets, je pense que ça remonte assez haut. Hein, c'est des gros budgets qui sont engagés, c'est des grosses équipes. Et donc maintenant, il faut qu'il y ait de la valeur. Et pour qu'il y ait de la valeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des projets de data science à l'échelle. Et quand on dit à l'échelle, ça veut dire, je sais pas moi, qu'il soit sur tous les périmètres de données. Ou si, par exemple, initialement, c'était un projet qu'on a testé en France, maintenant, il faut qu'il soit dans tous les pays. Et là, ça implique des problématiques qui sont différentes. Et c'est là que le machine learning engineering, notamment, rentre en scène. C'est comment tu fais en sorte qu'un projet qui marche sur un premier petit périmètre, et où là, du coup, tu n'as pas besoin que ton code soit, je sais pas moi, parfaitement packagé. Enfin, il y a des choses qui sont moins importantes. Et ben là, pour que ça marche sur... tous les périmètres de données, tous les pays, plus de catalogues produits. Enfin, ça dépend des cas d'usage, tu vois. En fonction de chaque cas d'usage, l'industrialisation peut avoir une définition différente. Mais ça va demander des nouvelles compétences, d'aller pousser les projets de data science plus loin, et notamment des compétences parfois plus techniques aussi, sur la mise en production, etc. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le shift où j'ai l'impression que hier, on cherchait beaucoup de data scientists et maintenant, on cherche beaucoup de machine learning engineers. Mais c'est les mêmes profils, si tu veux, qui ont mûri aussi dans leur parcours, tu vois. C'est-à-dire qu'une équipe, ou même parfois, tu as des équipes, encore il y a 1 an ou 2, c'était des équipes data science. Et là, maintenant, c'est des équipes machine learning engineers. C'est les mêmes profils, mais c'est juste qu'on leur a dit, voilà, maintenant, le focus, c'est ça, il faut monter en compétences d'aspect technique. Et donc, on voit clairement qu'il y a un peu une bascule dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de profils exploratoires. Hein. C'est pas ce que je dis. En fonction des boîtes, tu vas peut-être encore avoir des profils qui, eux, vont être plutôt sur l'exploratoire, qui vont regarder les prochains projets, etc. Mais c'est que sur le gros de l'effort et de l'investissement en data science dans les entreprises, il est plutôt sur l'industrialisation. Est-ce que dans les équipes, c'est une personne qui fait... Par exemple, si on prend un projet de data science, ça peut être modélisé. C'est pas trop... Je suis en banque, la propriété de défaut. Et ce que moi, j'observe en banque, en général, c'est que il y a l'équipe data science qui fait son modèle. Il y a maintenant des équipes qui sont chargées de mettre ces modèles en production. Donc, tu parlais de déployer ça dans toutes les entités de la banque, dans toutes les filiales. Bon, et ça, je voyais, ça, c'était plus, en fait, les machines. On n'appelle pas forcément ça machine learning engineer, mais pour moi, ça s'apparentait un peu au rôle de machine learning engineer. Est-ce que avec les head of data que tu as discuté, est-ce que ces deux rôles étaient séparés ou bien c'est une même personne qui fait les deux, en fait, en même temps? Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée. En fait, j'ai l'impression que ça évolue. C'est-à-dire que historiquement, effectivement, c'était bien 2 rôles séparés. Aujourd'hui, il va y avoir des boîtes où la ligne, elle va être un peu plus fine. Ça rejoint, alors on n'en a pas trop parlé, mais un peu aussi cette tendance autour du self-service dont tu parlais avec Christophe notamment. Alors ça peut être appliqué à plein de sujets, mais de se dire, OK, en fait, maintenant, on a des outils aussi qui permettent de simplifier les choses. Et donc, les profils qui hier mettaient en production, donc comme tu dis, peut-être les machine learning engineers, maintenant, ils sont plutôt en train de mettre en place des process pour que les data scientists soient autonomes, en fait, pour aller plus loin dans la chaîne et mettre en production eux-mêmes. Et ça va avec la tendance globale dont on parlait. Alors, intéressé de savoir aussi, c'est ce que tu observes toi de ton côté. Mais c'est qu'en fait, hier, on voulait lancer plein de nouveaux projets. Donc, il y avait beaucoup de boulot pour les data scientists sur cette partie exploratoire. Maintenant, on a envie peut-être d'en lancer un poil moins, mais de passer plus de temps à industrialiser. Et donc, on va dire, comme c'est ça le nouveau focus, on va demander aux data scientists de continuer à explorer. Il y a quand même des nouveaux projets à lancer, mais de passer un peu plus de temps, eux aussi, à mettre en production. Et comme en plus, l'écosystème s'est structuré autour de ça, il y a des outils qui ont simplifié le fait de le faire, et les profils machine learning engineer qui, hier, peut-être mettaient eux-mêmes en production, maintenant, ils ont plutôt pour objectif de créer des process, des standards, mettre en place les outils qui vont faciliter la mise en production. Après, il y a autant de contextes que de boîtes. Hein. L'idée, c'est de schématiser pour donner un peu des grilles de lecture, mais ça se passe différemment dans plein de boîtes. Donc, dans les 3 tendances que je note, c'est on avait Modern Data Stack,
on avait justement Analytics Engineer, Self-Service, même si on n'a pas trop parlé. Et enfin, le passage à la mise en production, Machine Learning Engineer et autres. Et la question que je me pose, c'est, OK, dans des entreprises en général, comment justement on structure une initiative data en général, que ce soit dans les petits groupes ou encore dans les grands groupes? Comment est-ce que tu vois, lorsqu'on a une nouvelle initiative data, est-ce que tu peux un peu schématiser comment concrètement ça se met en place dans des entreprises? Tu peux prendre un cas spécifique si tu en as? En fait, aujourd'hui, la méthodologie qui est la plus adoptée, c'est le fait d'avoir une approche produit. On va dire, on parle souvent d'approche produit dans la data. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une approche itérative en plusieurs étapes. Donc là, ça va dépendre des entreprises et on peut les appeler différemment. Et le nombre d'étapes aussi peut varier. Mais grosso modo, il faut une première étape de cadrage / d'exploration. Donc, c'est une étape où, effectivement, là, on n'est pas du tout en train d'accélérer sur l'aspect technique. Mais donc, dans le cas d'un projet de data CN, ça va être, dans un premier temps, valider qu'on comprend bien le besoin, passer du temps avec les utilisateurs potentiels ou avec le département qui fait la demande, faire peut-être un case business, savoir quelle est la valeur, même si on est un peu sur de l'estimatif, mais mettre de la réflexion là-dessus pour valider que c'est un projet qu'il faut lancer. Parce que ça peut sinon être un problème si en fait on part sur un projet qu'il ne fallait pas lancer, tu vois, après on passe 6 mois à le développer. Et ensuite, une fois qu'on a validé cet élément-là, et donc dans cet élément-là, ça peut aussi être, il peut y avoir peut-être un début d'exploration sur les données pour nourrir un premier petit prototype, hein, tu vois, des choses comme ça. Ensuite, la deuxième étape, ça va être ce qu'on peut appeler le proof of concept. Et donc là, c'est OK, on valide qu'il faut y aller, mais il y a encore des hypothèses fortes. Donc souvent, on va faire un proof of concept. Donc là, c'est un prototype un peu plus structuré qui va permettre de venir valider ou invalider certaines hypothèses. En fait, ça va dépendre des hypothèses qu'on a. Ça peut être une hypothèse de valeur encore. On a encore un doute sur est-ce que ça va apporter la valeur escomptée. Donc on peut faire tu vois, un prototype qui va permettre, après on va le mettre dans les mains de l'utilisateur et on va réussir à sentir si OK, ça apporte. Est-ce que les insights que sort le modèle ou est-ce que les résultats, ça apporte vraiment la valeur escomptée sur un premier petit périmètre et où on peut se projeter après sur, OK, si on le met à l'échelle, ça va apporter de la valeur. Et du coup, le proof of concept, c'est un peu ce qu'on appelle, on parle souvent de MVP, Minimum Viable Product. En gros, un produit qui a déjà un peu les caractéristiques attendues par les clients, qu'on va tester et qu'on améliore au fur et à mesure. Est-ce que c'est le même état d'esprit à ce niveau? Moi, je le séparais, mais encore une fois, là, c'est un peu du wording. Et pour moi, le prototype, en fait, lui, il est là pour valider des hypothèses, mais il n'est pas là pour vraiment apporter la valeur. Ça reste un prototype. Et donc, l'hypothèse, elle peut être, comme je disais, sur la valeur. Elle peut être sur la technique. Tu vois, le prototype, ça peut être aller tester qu'il y a un élément technique sur lequel on a une hypothèse, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Quand on parle de MVP, Minimum Viable Product, on doit être sur quelque chose qui marche, qui est adopté. Il faut que le périmètre soit le plus petit possible. Donc c'est pour ça que souvent, c'est quelque chose qui ressemble à un prototype sur certains aspects. Mais là, on est, tu vois, quand on parle de MVP, par exemple, sur un produit qui va être commercialisé, eh ben, on est sur un produit qui doit se vendre. Il doit être vraiment commercialisé. On n'est pas sur un produit où en fait, tu essaies de le faire utiliser gratuit. Donc, si tu mets ça côté data, ça veut dire en fait, tu dois être déjà sur un premier niveau d'adoption, sur vraiment une validation que OK, ça fonctionne, c'est utilisé. Alors peut-être que pour l'instant, ils reçoivent les résultats par mail et pas dans leur outil. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont pas nickel. Mais en fait, c'est utile et tu le valides. Donc, c'est là que je mets un peu la ligne. Et après, une fois que tu as validé justement sur ce premier périmètre, donc ça peut être périmètre de données, périmètre géographique, on disait peut-être tu l'as fait que sur la France ou sur un premier magasin, ça dépend des cas d'usage, tu vois, et que tu l'as validé et que tu l'as mis dans les mains du utilisateur et que tu vois, OK, ça marche. Entre guillemets, si on était sur un produit qui se commercialise, il serait prêt à payer. Tu vois, c'est un peu une manière aussi de se dire. Et là, tu passes sur l'industrialisation. Et l'industrialisation, comme on disait, ça va dépendre des contextes. Soit ça peut être justement, on était sur un périmètre de données, je sais pas, sur un produit. Maintenant, il faut qu'on le réplique sur 100 produits. Donc, comment on arrive à répliquer ça? Ça peut être géographiquement. On était en France. Maintenant, on veut le faire dans 15 pays. Donc, comment on arrive à faire ça? Et là, tu as des impacts humains, d'adoption aussi, de communication, et puis des impacts techniques, forcément. Puis aussi d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut aussi recruter, faire aussi l'équipe. Donc, c'est là que ça commence à devenir plus fun. Donc, globalement, j'ai noté, moi, 3 grosses phases. Dans la première phase, je peux dire c'est un peu l'idéation, le moment où on va discuter avec les business, les personnes qui ont besoin de la solution. On va réfléchir à la meilleure façon de rendre cela possible. Deuxième étape, comme tu l'as dit, tu as mentionné l'approche produit. Donc, on va faire un proof of concept. On va essayer de faire un prototype. Ça peut être, si on prend le cas de la banque, ça peut être juste sur une agence, ça peut être juste sur un type de client spécifique
pour voir à peu près si l'idée elle est viable. Ensuite, quand on a validé l'idée, on industrialise à grande échelle. On met dans toutes les agences. Et dans le process que tu as décrit là, quels sont les plus gros challenges qu'on rencontre justement en entreprise pour partir justement de l'idée à l'industrialisation de la solution? Quels sont les plus gros challenges que tu as identifiés après tes différentes discussions? Pour moi, il y a 4 grands problèmes qui viennent tuer les projets de data science. Là, on parle de data science. Hein, mais on pourrait... Ça peut être n'importe lesquels. Ouais, on pourrait parler de projet tech. Je pense que les tech. idées sont les étapes que tu as décrites. Ça peut être appliqué à n'importe quel. C'est ça, n'importe quel produit. Donc là, on parle de produit data science, mais finalement, c'est la tech de manière générale. Et en fait, le premier, il commence effectivement sur un peu la première étape dont on parlait, comme tu disais, idéation, exploration, cadrage, enfin peu importe le nom, discovery, parfois on appelle aussi dans le produit. Bref. Et en fait, le problème de cadrage, c'est le fait d'avoir développé le mauvais projet. Ça, c'est le pire. Et c'est très commun parce que parfois, dans des grosses boîtes, tu as tellement de décorrélation entre les gens qui poussent les projets sur les feuilles de route, tu vois, qui vont dire il faut absolument faire ça l'année prochaine, etc. Et les gens qui, après, le font, qui du coup re-questionnent peut-être plus trop parce que ça vient d'en haut, etc. Et donc, tu vois, tu peux avoir ce type de problème. Et où là, tu commences à enclencher, tu mets une équipe, tu travailles 3-6 mois sur un projet, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ça avait été mal cadré. Le projet, il n'y a pas vraiment de besoin, en fait. Même les utilisateurs dont tu pensais qu'ils avaient besoin du projet, en fait, ils ont aussi été influencés par là-haut. On leur a dit qu'ils devaient avoir besoin du projet, mais en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin. Et donc, le projet est mal pensé à la base. Et ça, c'est le pire. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'en gros, dans le management, on a pris une décision et ceux qui sont chargés d'implémenter ne sont pas forcément posé la question de la pertinence. Ils ont avancé tête baissée, entre guillemets. Et finalement, on se rend compte que les utilisateurs n'ont pas besoin du projet. Est-ce que c'est ça que tu veux mettre? Je leur jette pas la pierre parce que c'est compliqué. Peut-être, tu as des gens qui ont de l'influence dans la boîte, qui ont dit si, c'est ça qu'il faut développer. Tu les crois. Tu as peut-être eu des slides qui ont été pondus et tout. Mais effectivement, ça n'a pas été une phase structurée. Tu vois, souvent aussi, parfois, tu peux avoir des externes. Donc, il faut démarrer les développements le plus vite possible. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Mais ils ne sont pas dit, OK, en fait, non. On prend au moins 2 semaines entières et pas juste les personnes qui prennent les décisions, avec l'équipe, quoi, justement pour faire ce travail de peut-être faire un mock-up, expliquer voilà les résultats qui pourraient être envoyés, aller parler avec l'utilisateur et dire si on t'envoie ça tous les jours, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser, faire le test. Et peut-être que là, en une discussion, on se rend compte que non, j'en ai pas besoin en fait, parce que j'utilise déjà ça, ça marche très bien, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi. Et donc ça, c'est le côté valeur. Et après, tu peux avoir le côté technique. Peut-être qu'en fait, tu vas te rendre compte en faisant un test que en fait, c'est pas possible. Et si tu fais pas cette phase de manière très structurée, peut-être tu vas t'en rendre compte, je sais pas moi, 3 mois plus tard, une fois qu'en fait tu auras déjà enclenché plein de choses, etc. Donc ça, je veux dire, mais je jette pas la pierre à quelqu'un en particulier, c'est juste que c'est compliqué et qu'il faut vraiment. Ouais. Après, pour te rejoindre aussi sur le fait de ne pas jeter la pierre, c'est que parfois, si je prends le cas des startups, il faut faire plaisir entre guillemets aux investisseurs. Et je me suis rendu compte qu'en 2000, on parle beaucoup d'IA. Donc dès que tu mets IA dans une solution, automatiquement tout le monde veut acheter. Et même si tu n'as pas forcément pensé en fait à comment ce sera possible, tu vas pousser tes équipes en fait à aller vers la solution, même si c'est pas forcément de la solution en fait. Donc, je peux comprendre en fait que finalement, on se rend compte que c'est pas forcément utile. C'est clair. C'est clair. Et après, le deuxième problème, donc il y en a 4 que j'ai observé, je te disais au début. Après, je peux en citer que moins si tu veux. Le deuxième, c'est un sujet d'organisation. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment vu aussi un changement de paradigme dans les projets tech, IT de manière générale, et ça s'est retrouvé aussi dans la data. C'est qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelle des projets en cycle en V. Je ne sais pas si ça te parle. Cycle en V, bon, vaguement, je pense. Vaguement. Oui. En fait, cycle en V, c'est une manière de dire que historiquement, on faisait les projets, c'était on va passer 6 mois à faire une étude, et on va cranter tout ce qu'on doit faire exactement dans le détail. La solution, elle va être détaillée dans chaque fonctionnalité. On va faire quelque chose de super ambitieux, les budgets, les trucs, l'équipe. Et ensuite, on va passer 6 mois à la développer. Okay. Mais on va plus beaucoup rechallenger ce qu'on est en train de développer. Tu vois. Donc ça, c'est comme ça qu'on faisait des projets IT à l'époque. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, souvent, quand on n'a pas encore mis les mains dedans, quand on n'a pas encore mis aussi la solution dans les mains de l'utilisateur, on se retrouve, en fait, on n'a pas pris les bonnes décisions pendant qu'on était en chambre en train de faire une étude pendant 6 mois. Et donc, on développe encore une fois. Donc ça rejoint un peu le premier problème, mais il est un peu différent à la source. C'est qu'on se retrouve à développer quelque chose qui est un peu à côté. Mais entre-temps, on a bossé 6 mois. Et donc, en fait, tu vois, c'est un peu galère. En fait, pendant les 6 mois, on a eu des idées. On a noté dans les papiers, entre guillemets, dans les docs. Mais maintenant, si on veut tester, on se rend compte que finalement, c'était incompatible. Il fallait faire autre chose, mais comme on a validé la feuille de route avec les décisionnaires, en fait, on peut plus. Donc là, c'est là qu'il y a tout
l'agilité, le Scrum, toutes ces méthodes-là qui sont arrivées, où maintenant on dit non, en fait, il faut être itératif. Donc en fait, on va quand même faire un plan, il faut réfléchir. On va peut-être pas y passer 6 mois, on va y passer genre 1 mois. Et on va très rapidement rejoindre la méthodologie qu'on évoquait au départ, identifier qu'est-ce que serait le MVP, qu'est-ce que serait la vision cible, mais de manière un peu plus floue, et c'est acceptable. Qu'est-ce que serait le prototype ? Et on va commencer à se dire, OK, on fait un sprint, je sais pas, on bosse un trimestre direct ou 1 mois, ça dépend, pour développer le prototype. Ce prototype, il va valider les hypothèses principales, techniques, valeurs. Avec ça, fort de ces connaissances-là, on va attaquer le MVP. Entre-temps, on aura déjà mis un prototype dans les mains de l'utilisateur. Et puis en fait, là, on apprend plein de choses. Et du coup, on se rend compte qu'on s'était trompé de vision au sujet et on réaligne à chaque sprint, à chaque trimestre. Et ça a complètement changé la manière dont on développe les projets IT et ça augmente le succès des projets. En gros, c'est vraiment fonctionner de façon itérative. À chaque fois, je vais tester, je me rends compte qu'il y a un problème, j'ajuste, je m'améliore, je teste, jusqu'à ce que je trouve la bonne solution. Et ça, là, on pourrait se dire, j'enfonce une porte ouverte parce que maintenant, tout le monde est au courant de ça. Plus personne veut faire du cycle en V et sait que c'est important de faire l'itératif. Mais parfois, dans des grands groupes, c'est quand même difficile à mettre en place. Parce que, encore une fois, on bosse avec des externes. Les décisionnaires, ils veulent une vision du budget exacte. Ils veulent savoir exactement ce qui va être développé dans 6 mois. Sauf que le principe de l'itération, c'est-à-dire nous, on ne voit pas plus loin que le prototype parce qu'en fonction du prototype, on va designer le MVP. En fonction du MVP, on va scaler et puis on va mettre à l'échelle. Donc, ça, c'est vraiment Donc, même quand tu veux faire de l'agilité, ou même dans une boîte qui dit qu'elle veut faire de l'agilité, parfois, ils ont tendance à te repousser vers un truc qui ressemble à du cycle en V. Tu vois, de manière un peu... c'est difficile à voir venir, mais tu te retrouves en fait à faire une étude, valider un plan, et après juste exécuter et à plus te poser de questions. Tu vois. Je vois. Et donc ça aussi, ça peut faire en sorte que tu n'aies pas développé le bon projet. Et après, le troisième, c'est un problème, je dirais plutôt d'expertise. Et c'est là qu'on arrive plutôt sur des sujets techniques. Et là, c'est peut-être aussi que tout simplement, en fait, c'est un sujet qui est nouveau. Et je pense que pendant longtemps, on n'avait pas encore une communauté de profils assez matures. Moi, je voyais souvent où les managers aussi, parfois, n'étaient pas issus du métier. Et donc, ça crée des complexités, justement, pour valider ces éléments-là, pour avoir l'influence côté des décisionnaires. Et même les équipes techniques, tu voyais souvent des profils sortaient d'école, ils étaient data scientists. Il n'y avait pas de senior data scientist pour travailler avec eux. Aujourd'hui, on sait que... j'ai rien contre les juniors data scientists, c'est très bien. Mais en fait, le métier, tu ne l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends en étant formé sur tes 5-10 premières années de carrière. Et donc, si t'as pas, et donc on n'avait pas cette maturité d'écosystème, et aujourd'hui on commence à l'avoir, et je pense que ça fait vraiment la diff sur la qualité des choses qui sont produites, sur le fait que ça sera plus facile à maintenir, le code globalement est de meilleure qualité, etc., etc. Tu vois. Donc là, tu as identifié 3 du coup. Premier, c'est déjà le fait que la vision du top management n'est pas forcément alignée aux besoins des utilisateurs. Et on se rend compte de ça très tard, on veut avancer, on veut quand même foncer. Deuxième cas d'usage, c'est... Tu as parlé en fait finalement de valeur, pas de valeur, mais plutôt le fait qu'on fonctionnait en V. Je parle de cycle en V. 6 mois de réflexion profonde où on essaie d'avoir un projet qui est beau sur le papier, mais on se casse la gueule à la phase d'implémentation. Et là, il faut plutôt fonctionner de façon itérative. Et enfin, tu as parlé de la partie métier. La partie expertise. Expertise. Ouais. Et ça, c'est aussi un sujet que je mets souvent en avant parce que tu vois, on est data scientist, on connaît les maths, on connaît la probabilité. Mais en fait, la vraie valeur vient quand tu as l'intersection des deux. Parce que finalement, quand tu crées ton produit, c'est pour répondre à un besoin spécifique métier. Il faut justement comprendre le métier, le marketing, la finance, pour justement apporter de la valeur. Et là, tu as dit, en fait, les head of sont souvent du métier ou bien ils viennent de la partie data dans le projet? Je disais, il y a l'expertise au niveau de... Tout simplement, pour être bien formé, il faut que tu aies un profil senior qui te forme. Tu vois, et c'est vrai dans n'importe quel métier. Quoi. Il te faut un master. Enfin, toi, tu as un petit terme padawan, il faut un master. Mais je parlais aussi au niveau plus global dans l'organisation, au niveau... et ça rejoint les sujets d'avant, mais c'est que pour réussir à faire fonctionner tout ça, et avant, souvent, tu avais une grosse boîte, ils se disaient on va faire de la data science. Ils recrutaient un data scientist sorti d'école. Et ils disaient OK, maintenant on fait de l'IA. Mais le manager du data scientist, il venait de je sais pas quel... Enfin, tu vois, peut-être il avait jamais fait de data science. OK, je comprends mieux. La direction, il savait pas encore comment ça marchait, donc il poussait du cycle en V. Enfin, tu vois, on n'était pas mature sur les sujets. Mais ça, je pense que ça a beaucoup changé quand même maintenant. Et maintenant, je trouve qu'on voit même parfois des profils chief data officer de grandes boîtes du CAC 40 qui sont d'anciens data scientists. On commence à avoir des profils leaders très, très haut placés qui viennent vraiment du métier.
Et ça, je pense, ça fait une grosse diff dans la manière dont aussi ils peuvent tu vois, influencer pour que ça aille dans la bonne direction avec les départements qui sont les utilisateurs ou avec les gens qui prennent les décisions. Exactement, c'est ça. Ça me fait penser à l'approche Data Mesh où justement on spécialise en fait dans les métiers. Il y a les équipes data, il y a le métier. Comme ça, le projet en fait arrive à mieux avancer parce que on est, comment dire ça, il y a une bonne collaboration en fait entre les différentes équipes. Et dans ta partie présentation des priorités, tu n'as pas parlé de l'IA générative, Robin. J'ai été un peu surprise. Tu as parlé de Modern Data Stack. Du coup, j'ai vu, tu as fait un post LinkedIn où tu présentais les 40 priorités data de 2025. S'il fallait choisir peut-être 3, est-ce que tu peux déjà présenter les priorités les plus importantes que tu vois pour l'année prochaine? Effectivement, peut-être pour, encore une fois, remettre un peu de contexte. Je le disais en intro, mais aujourd'hui, je passe mes semaines à aller interviewer du coup, des leaders ou des experts data de boîtes du digital ou de boîtes du CAC 40. Et c'est vrai que j'aime bien, une fois de temps en temps, donc j'en fais quelques-uns dans l'année, faire des dossiers où j'essaie de prendre du recul et de tirer des insights un peu de tout ce que j'ai pu voir dans ces épisodes. Donc, par exemple, il y a une question que je pose souvent qui est: quelles sont vos prochaines étapes? Quels sont vos prochains chantiers? Donc, par exemple, pour 2025, tu vois, dans les épisodes récents. Et donc là, je vais essayer de faire un peu on va dire un baromètre où j'observe quelles ont été toutes les réponses à ces questions et de recatégoriser ça pour en tirer des insights. Et donc, effectivement, dans les chantiers qui reviennent le plus, dans les réponses à cette question-là dans les épisodes, la première chose, c'est l'IA générative. Donc, j'ai fait exprès de ne pas en parler sur la première partie parce que tu me parlais plutôt des tendances un peu 2024. Alors, en fait, la tendance, clairement, 2024, elle est déjà là. Mais voilà, il fallait bien que je tire un trait. Et donc, c'est pour dire que là, elle a commencé la tendance, mais je pense que c'est en 2025 vraiment que ça va s'accélérer encore plus. Et là, effectivement, c'est clairement la tendance qui est la plus mentionnée, la plus mise en avant par les leaders data sur le podcast. Peut-être pour parler de l'IA générative, tu vois, par exemple, on en parle beaucoup depuis novembre 2022, lorsque ChatGPT a surpris, entre guillemets, tout le monde, même si les experts disent en fait que c'est pas si nouveau que ça, et que l'innovation de l'IA générative, de ChatGPT, c'est uniquement sur la partie chat. Dans le sens où c'est parce qu'on a donné la possibilité aux utilisateurs de chatter avec qu'on a eu une innovation. Et entre 2022 et 2024, on en parlait beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu as observé en tout cas dans les entreprises en général en matière d'implémentation, d'utilisation de ces outils? Et quelles sont les projections pour 2025? Alors, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je ne suis pas assez expert sur les fondamentaux pour savoir exactement si ça n'existait pas, mais j'aime bien suivre ces débats aussi. Mais tu vois, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, force est de constater quand même qu'au-delà du chat, parce que les bots, ça existait déjà, on essayait quand même de nous mettre des bots à toutes les sauces et ça ne marchait pas. Tu vois, enfin, les bots, ça ne marchait pas. Donc, je veux bien que la technologie était déjà assez mature, mais ce n'est pas juste la partie chat. Je pense qu'il ne faut pas non plus oversimplifier. Après, effectivement... Après, c'est ce que les experts disent, en fait. Oui. J'ai interviewé, par exemple, sur ma chaîne YouTube, Luc Julia, et c'est aussi sa vision. Parce que ChatGPT, GPT, c'est quoi? Generative Pre-trained Transformer. L'architecture derrière ce qu'on appelle les Transformers. Et c'est le papier Attention is all you need de Google qui est sorti en 2017. Donc, c'est en 2017 qu'on a eu justement l'architecture. Et depuis, on ne fait qu'améliorer. Oui, tu vois, mais il y a quand même eu une amélioration qui fait que la pertinence des réponses aussi s'est améliorée. Tu vois, c'est pas juste l'expérience de chat. Mais oui, la technologie, je pense, elle existe depuis longtemps et c'est pas... la révolution, elle vient pas dans quelque chose de nouveau, elle vient plus dans le fait que ça s'améliore. Mais sinon, pour répondre à ta question, du coup, ta question, c'était pourquoi, en gros, qu'est-ce que moi je vois? Pourquoi je dis que l'IA générative... Ce sera plutôt 2025. Oui. Parce que tu n'as pas parlé de ça dans les tendances de 2024. Et ma question, c'est, entre 2022 et 2024, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Parce qu'on en parlait beaucoup. Qu'est-ce que les entreprises ont fait, les startups, les scale-up, les grands groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait justement de ça? Et quelles sont les prévisions pour 2025? Ok. Et tu vois, en gros, c'est simple. Moi, c'est un sujet... Il y a plein d'épisodes où j'arrive pas forcément avec un angle en particulier et où je vais demander aux leaders data quels sont là tes gros sujets du moment, de quoi tu as envie de parler. Et il y en a énormément qui m'ont dit là, ce qui me prend la majorité de ma charge mentale, c'est le fait de lancer ce chantier IA générative. Et au début, c'était compliqué de savoir concrètement de quoi on parlait. Mais tu vois, c'était le cas dans pas mal de boîtes, par exemple chez Doctolib, aussi chez Crédit Agricole. On a parlé d'autres sujets, mais c'était quand même un gros morceau sur qu'est-ce qu'on fait sur l'IA générative. On en a parlé aussi avec L'Oréal,
Pour reparler de boîtes du digital, on en a parlé avec Back Market, on en a parlé avec Blablacar. Donc, vraiment, c'est ressorti sur plein de sujets. Et sur l'année 2024, en général, c'était des premières briques. Ça veut dire la première chose, c'était mettre en place un plan. Un peu, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est explorer. Souvent, ça passait par on crée une petite squad. On va prendre des premières ressources qui sont appétentes aussi pour le faire, avec un mix, peut-être data scientist, data engineer, peut-être parfois aussi quelques personnes du produit, parce que parfois, ça va être des choses qui vont être en lien avec, quand on est sur un produit tech, notamment, pas comme Doctolib, c'est tout de suite, ils se disaient, est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre dans le produit? Donc, tu avais aussi des gens du produit, du coup, de la tech plus globale, des développeurs, etc., qui pouvaient être impliqués. Et on va commencer à essayer de faire un plan, savoir concrètement comment on avance sur ce sujet, quel est un peu notre MVP, tu vois, pour reprendre ce qu'on disait, notre prototype autour de ce chantier. Et donc, souvent, ce qui va se passer, c'est tu as une vision qui commence à se mettre en place sur à quel point ça peut être stratégique pour nous, des choses comme ça qui sont là un peu plus intangibles. Mais rapidement, ça se décline en fait en projet à lancer. Et tu as en fait deux grandes typologies de projets qui se distinguent. Tu as des projets, on va dire, de productivité interne. Et donc ça, c'est globalement comment... C'est un peu comme toi et moi, on utilise ChatGPT pour, je sais pas moi, corriger nos fautes d'orthographe dans un mail ou synthétiser un mail. Comment ça, tu réussis à le mettre en place aussi dans ton entreprise, mais de manière sécurisée. Tu fais en sorte que, je sais pas moi, les marketeurs, ils aillent plus vite dans leurs sujets respectifs de marketing grâce à ChatGPT, les financiers aussi, etc. Et donc là, c'est un chantier souvent on met en place un ChatGPT interne sécurisé, sur lequel aussi on est en capacité de brancher nos données pour avoir des réponses plus personnalisées. Et on essaye de pousser ça et voir si l'adoption prend auprès de nos équipes, mais avec, tu vois, en termes de use case, un peu ouvert, quoi. C'était pas toujours super précis. Donc ça, c'était un premier axe où tout le monde a un peu commencé comme ça, en se disant ça va nous permettre aussi d'apprendre plus sur le sujet, de commencer à voir comment les gens l'utilisent, de se nourrir d'idées, de faire de l'idéation, finalement, c'est un peu de l'explo. Et ensuite, un deuxième axe où c'était à quel point ça peut être clé dans notre business. Et là, quels sont le ou les deux cas d'usage vraiment qui vont être critiques, sur lesquels il faut qu'on appuie. Et donc là, ça peut être soit dans le produit ou soit sur des éléments très importants. Je donne par exemple 2 exemples qui sont revenus, ou 3 même. Un, par exemple chez Doctolib, la version, ce qu'ils appellent Core Product, c'était de se dire, OK, eux, ils ont un logiciel qui permet de prendre des rendez-vous et qui facilite la vie des médecins ou des praticiens. Et comment on va utiliser l'IA générative pour que demain, en fait, le médecin, il y a un enregistrement pendant sa consultation, il y a un transcript qui sort, il reçoit une synthèse. Tous les champs de son système, tu sais, les médecins, ils passent tout le temps leur temps à remplir des champs pendant les consultations. Ça se pré-remplit automatiquement, il n'a plus qu'à valider. S'il y a des choses à écrire pour des médicaments, il a déjà des propositions déjà écrites et qu'en fait, ça lui fasse gagner de temps pour qu'il ait plus de temps à accorder aux patients. Donc ça, c'était un peu la vision, ça a dû évoluer maintenant, ça bouge beaucoup, mais de Doctolib, de dire, OK, en fait, ça va être clé dans notre produit, donc on commence à développer en sens. Je te donne un deuxième exemple chez Back Market, par exemple, qui est une marketplace de produits réconditionnés. Eux, c'était plutôt sur le service client. Comme c'est une marketplace, ils livrent beaucoup de produits, ils ont des enjeux de satisfaction client en fonction de, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer quand ils livrent des clients. Donc là, c'était plus un enjeu, comment on arrive à augmenter notre département support qui répond aux clients, etc., avec des sujets justement autour des bots, autour de augmenter, quand c'est des demandes super complexes sur pourquoi mon iPhone il marche pas avec telle batterie, enfin, tu as des trucs parfois qui peuvent être techniques, d'avoir soit des réponses automatisées qui aident, pas des réponses automatisées, mais des suggestions de réponses, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Donc finalement, en fait, il y a beaucoup d'entreprises ont quand même déjà commencé à penser. Ah ouais. Et pour 2025, qu'est-ce que toi tu vois comme sujet là-dessus? Ce sera la partie implémentation ou bien ce sera toujours... C'est l'accélération, ouais. Je pense que là, il y a beaucoup de boîtes, tu vois, il y a vraiment, c'est rigolo, il y a des leaders data avec qui j'en parlais au début, qui disaient, on commence à tester, mais tu vois, j'avais pas l'impression que c'était non plus... ils n'avaient pas tous encore des étoiles dans les yeux quand ils m'en parlaient. Et puis là, 1 an après, tu sens qu'en fait, les retours sont de plus en plus dithyrambiques, que vraiment, en tout cas en fonction des entreprises, c'est peut-être pas le cas partout, mais il y a quand même des grosses convictions qui seraient sur le fait que ça va être super important. Et donc après, la manière dont ça se décline, c'est, si je reprends sur la productivité interne, c'est de commencer à spécialiser les use cases. Et donc là, ça va être en fait de faire du RAG sur des cas d'usage précis avec ton ChatGPT interne, c'est comme ça que je le schématise. Mais je dis n'importe quoi, ça va être par exemple, parce que si tu branches juste toutes tes bases de données
et que tu fais pas un travail pour améliorer la pertinence des réponses, ça fonctionne pas très bien. Donc il y en a où vraiment ils font des cas d'usage après ciblés. C'est-à-dire, par exemple, ils vont se dire on reçoit plein de questions, par exemple, pour au RH sur des sujets de paix, de, je sais pas, de droit de vacances, de machin, de prototype et tout. Donc les RH disent tout le temps on en a marre de répondre aux mêmes questions, etc. Ah, du coup, On a une documentation nickel, tu vois, FAQ, ouais, ça. Et ils font un RAG avec leur FAQ, avec des use cases où vraiment pour toutes ces questions types, en fait, c'est super pertinent et ça répond bien, etc. Ils vont faire ça avec la finance, ils vont faire ça sur le produit, par exemple, quand tu as un produit complexe et que tu as plein d'autres départements qui ont besoin d'infos sur le produit. Donc, tu as cet axe-là. Et après, sur la partie à l'intérieur du produit, c'est aller plus loin et réussir à le faire adopter par les utilisateurs. Et donc, c'est des enjeux, on va dire, d'industrialisation, quoi. On en revient un peu au même sujet. Ok. Donc, IAGEN, top 1 2021. Top 1. Top 2, c'est quoi? Top 2, ça rejoint un peu le sujet dont je te parlais autour de l'analytics engineering, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est formalisé un peu différemment. Ça revient sur le sujet de modélisation dont je te parlais un peu plus tôt, où en fait, moi j'ai beaucoup de boîtes aujourd'hui qui me disent qu'elles veulent moderniser leur modélisation. Et donc, c'est toujours sur ce sujet d'aller plus loin dans la manière dont les données sont préparées dans le data warehouse ou le data lake, maintenant on parle surtout de data lake, pour que ça puisse servir les cas d'usage analytics, les cas d'usage data science, et que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de problème, donc qu'il y ait bien les bons tests qui soient mis en place, etc. Et donc, beaucoup de sujets autour de ça. Tu vois, par exemple, qui réutilisent des frameworks qui sont connus, mais où parfois tout le monde les connaît, mais ils ne sont pas toujours implémentés, comme l'architecture médaillon. Je ne sais pas si ça te parle. Ça ne parle pas du tout. Là, je découvre dans le podcast. Okay. En fait, c'est un peu le framework le plus connu de modélisation qui reprend ce que je disais tout à l'heure, de se dire, c'est médaillon, donc ils disent en fait, c'est les données bronze, les données silver, les données gold. Ouais, ça je comprends. Moi, ça me parle. C'est exactement la même chose que les données brutes, les données intermédiaires et les données préparées. Ouais. Donc en général, voilà, c'est brut, c'est un premier niveau d'agrégation de cleaning. Et puis les données vraiment qui sont orientées indicateurs prêts à être utilisés. Et en gros, voilà. Et donc là, il y a vraiment un accent qui est mis là-dessus pour professionnaliser la manière dont les données sont utilisées dans le data lake. Et ça, c'est en lien aussi avec une tendance dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je crois qu'on est passé vite dessus, du self-service. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as énormément de boîtes qui se disent il faut qu'on fasse plus de self-service. Parce que la data, il y a des coûts qui sont significatifs. Et du coup, c'est compliqué d'avoir pour tous les sujets data toujours des experts data pour épauler les équipes métiers. Donc, je prends l'exemple de l'analytics parce que c'est plus développé aujourd'hui sur la partie analytics, mais ça arrive aussi sur la partie data science. C'est de se dire, hier, il fallait absolument un data analyst pour tout le temps faire évoluer le tableau de bord, pour sortir une analyse, finalement pour faire l'analyse presque pour l'équipe marketing. Et donc, la vision que prennent pas mal de boîtes, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, les choses deviennent plus simples. Tu vois, les profils marketing, tu commences à en avoir aussi qui apprennent le SQL. Okay. Et où tu as des outils qui permettent de faire les analyses sans connaître le SQL. Donc, ça peut être un mix des deux. Donc, c'est de se dire, en fait, on va tout construire pour que l'analyste, lui, il soit plus à faire l'analyse, mais qu'il soit plutôt à préparer toute cette chaîne et mettre à disposition ce qu'on appelle souvent un peu un produit data et que ce soit le profil marketing qui soit autonome pour faire son analyse. Et donc, ça, c'est un concept qui existe depuis longtemps, mais là, on commence vraiment à toucher du doigt dans pas mal de boîtes. Et ça, en fait, ça ne peut pas marcher si tu n'as pas une modélisation qui est bien pensée. Okay. Parce que si tu n'as pas une modélisation qui est bien pensée, avec des tests, avec le fait que du coup ta donnée, elle ne pète pas, que ça fonctionne bien, etc. Déjà, en fait, le profil métier, s'il y a un bug sur la data, tu vois, le jour où il a son weekly, il va appeler direct l'équipe data. Enfin, tu vois, il ne va pas pouvoir être autonome, quoi. Il ne va pas non plus pouvoir, lui, aller tout réparer dans la chaîne. Et deuxième chose, c'est cette idée d'avoir vraiment des données qui sont bien préparées, orientées, indicateurs dans le data warehouse. Ça permet de simplifier et d'anticiper qu'il faut que par exemple, les croisements, les jointures soient super simples pour que, quand ça c'est retranscrit dans l'outil de business intelligence, le métier, ce soit facile pour lui à utiliser. Donc, il n'aura pas besoin de recalculer des informations. Ouais. Tout est disponible. En gros, tout ce qu'il a besoin de faire, il n'y a pas besoin de faire plus d'une jointure. Tu vois, c'est un peu pour schématiser, mais ça va être simple. Donc, peut-être qu'il ne pourra pas tout faire. Il y a des analyses à forte valeur ajoutée où il faudra qu'il demande à l'équipe data.
Mais c'est pas grave parce que sur 80%, il va devenir super autonome et ça va faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Ça, c'est un peu le principe du self-service. Et ça se retranscrit aussi sur la partie data science où de plus en plus, avec les outils à disposition, tu as des profils qui ne sont pas forcément data scientists qui peuvent commencer à faire une petite partie de la chaîne, tu vois, à faire un petit appel sur un algo, à machin et trucs. Tu vois. Ouais, en fait, j'avais vu pas mal d'outils qui commencent déjà justement à penser à ça, à rendre autonomes les équipes métiers, de telle sorte que même si je n'ai pas un profil technique, même si je ne comprends pas le machine learning, grâce à cet outil, je suis capable justement de faire moi-même mes travaux sans avoir besoin d'équipe data. En fait, ça permet d'être plus productif, entre guillemets, et aller plus vite. Et du coup, on parle du dernière tendance avant de passer à la fin. La dernière tendance, c'est un peu, ça rejoint un petit peu celle dont je te parlais tout à l'heure, le passage de la data science vers le machine learning engineering. Donc là, c'est quelque chose qui est aussi encore plus remis au goût du jour, je trouve, avec l'arrivée de l'IA générative. Parce que, en fait, il y a quand même une bonne partie des projets data science aujourd'hui qui sont mis en place via les IA génératives. Ouais. Donc, une partie de la modélisation est faite par OpenAI ou par les LLM. Pas tous, hein, mais tu vois, typiquement, sur certains projets de NLP, c'est vrai que ça devient intéressant de considérer ces technologies-là, tu vois, plutôt que de recréer ton modèle en interne, quoi. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables déjà de recréer ces modèles. Ça demande beaucoup de données, ça demande beaucoup de compute, ça demande énormément de ressources. Donc, effectivement, sur la partie GenAI, c'est souvent on récupère les modèles qui ont été développés par OpenAI. Mais c'est vrai que la vision en entreprise, OpenAI, ce n'est pas forcément ce vers quoi on va se tourner. Oui, ça peut être un autre. Hein. Un autre, voilà. Et ensuite, je te laisse terminer, mais ensuite, on récupère, on les adapte à nos données. Tu as parlé tout à l'heure de RAG, en se basant sur ces modèles-là. Tu vois, c'est important parce que c'est, comment il s'appelle, Andrew Nguyen. Comment il s'appelle encore ce nom ? Celui qui est à Coursera ? Oui, c'est ça. Oui. Lui, il expliquait que, donc c'est pour mettre un peu de nuance, hein, que quand même, la majorité de la valeur qui va être créée par l'IA sur les 10 prochaines années reste des IA traditionnelles hors IA générative. Donc, c'est pour quand même remettre l'église au milieu du village. Mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de cas d'usage qui peuvent être mis en place rapidement. Et donc là, les entreprises quand même accélèrent là-dessus grâce aux IA génératives. Et c'est des cas d'usage sur lesquels on voit que les compétences nécessaires peuvent être plus techniques, enfin plus engineering. C'est pas plus technique, c'est pas vrai, mais plus engineering qu'avant. Tu vois, ça fait le lien un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, tu en as même parfois qui vont jusqu'à dire on n'a plus besoin d'équipe data, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais que tu peux faire des choses exceptionnelles juste en faisant des appels, en étant bon pour gérer des API. Et du coup, en revanche, le fait de devoir gérer plein d'API et tout, ça nécessite après des compétences peut-être d'observabilité, de pouvoir piloter tout ça, valider que ta pertinence baisse pas, mettre en place des tests, etc. Et que ça, c'est des compétences qui ressemblent plus à des compétences engineering, dans une certaine mesure, qu'à des compétences data science. Et ça va accélérer encore plus la tendance dont on parlait en intro, qui est le passage de la data science vers le machine learning engineering. Parce que sur un pan des projets de data science, on a encore plus besoin de ces compétences engineering, quoi. Ouais. Et justement, je rebondis sur le profil de la partie engineering des LLM, des Large Language Models. On les appelle de plus en plus des AI engineers. En gros, des personnes qui sont capables on parle de fine-tuning, pas fine-tuning forcément, mais plutôt de faire des appels API, de les adapter pour justement répondre à des problématiques business. Alors, Robin, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Avant de se quitter, il y a la dernière partie, ce sont les questions flash, où tu vas répondre rapidement à quelques questions. Déjà, dans le public, il y a des freelances. Je pense que tu as même lancé un collectif freelance récemment. Il y a des salariés qui veulent progresser. Quel est le métier, en fait, l'évolution du métier dans les 5 prochaines années ? Quel est le focus qu'on doit avoir, en fait, nous, en tant que freelance, en tant que data scientist, en tant que, bref, peu importe le profil. Dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que toi, tu vois dans le monde de la data ? Ça va dépendre de la famille de métiers dans laquelle on est. Mais si on est sur le sujet analytics, moi, j'ai une grosse conviction sur le fait que là, il y a une grosse vague sur la partie analytics engineer qui est là pour rester avec cet enjeu de modélisation. Et donc, c'est l'analytics engineer. Peut-être c'était pas clair, mais en tout cas, c'est l'analytics engineering, la discipline qui vient répondre à cette problématique de modélisation. Ça veut pas dire qu'il y aura un analytics engineer à chaque fois. Peut-être ça peut être un data analyst qui le fait, ou un data engineer, ou un data scientist. Tu vois. Ça peut être un data analyst qui a complété ses compétences. C'est ça, voilà. Okay. Mais en tout cas, je dirais que ces compétences-là, c'est des compétences qui peuvent être intéressantes à aller chercher pour les prochaines années. Sur la partie plus data science, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est
aller chercher justement ses compétences plus techniques en engineering, si on n'a pas encore fait, de gestion des API, de monitoring, etc. Parce que il va y avoir de plus en plus de besoins, notamment avec l'implémentation de tous ces sujets IA génératifs. Et le troisième, sur la partie plutôt data engineering, là, c'est une tendance aussi, je trouve, qui marche pas mal, c'est la tendance qu'on appelle souvent data ops. Alors pareil, c'est pas pour tracer une ligne exprès, tu as plein de data engineers qui font déjà du data ops et voilà, la ligne est fine. Mais c'est vrai que je remarque que en fait, pareil, en fait, les boîtes mettent de plus en plus de temps à créer une équipe qu'on va parfois appeler aussi plateforme ou data ops, qui travaille à faciliter la mise en production des projets. Et donc, c'est vrai que tu as des data engineers qui travaillent sur des projets data où finalement, ça devient assez basique parfois ce qu'on va lui demander. Donc, ça rejoint une tendance qu'on appelle la tendance du YAML engineer. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec Christophe. Moi ? Ouais. Et toi ? Toi, non ? Je pense pas, non. On en avait parlé. C'est une manière de dire qu'en fait, tu as des data engineers qui se retrouvent maintenant pour rajouter une ligne dans la base de données, pour faire des opérations qui historiquement étaient complexes, juste à rajouter une ligne dans un YAML. Donc, c'est-à-dire en gros quelque chose qui est assez simple parce que tout a été templétisé par l'équipe DataOps, etc. Okay. Donc ça, c'est cool parce que ça rend le job super simple pour le data engineer. Mais moi, je le vois aussi comme un risque du fait que tu vois, la valeur, entre guillemets, qu'un profil apporte quand il se retrouve dans cette situation baisse. Et donc, je recommanderais d'aller explorer justement le fait de développer des compétences sur cette partie data ops où là, en revanche, il y a beaucoup de complexité. Donc, c'est tout ce qui va être templétisation, Terraform, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et en parlant justement d'analytics engineer, je sais que tu as lancé un bootcamp analytics engineering avec DataBird. Est-ce que tu vas en parler? Tu as le podcast DataGen. N'hésitez pas à vous abonner à son podcast. Vous allez avoir plus d'informations sur justement les stratégies de data des plus belles boîtes, comme il le dit souvent. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton collectif? Bon, je parle collectif, mais plutôt la formation que tu as avec DataBird sur le sujet. Oui, bien sûr. Effectivement, pour rebondir sur ce que je viens de dire, oui, à la base, c'est le podcast que j'anime depuis maintenant 4 ans. Et donc, en fait, il y a un premier élément que j'ai lancé, que j'ai cofondé avec Mathieu, qui lui a un profil plus technique. Donc, on se complète bien. Et là, c'est un collectif de freelance. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'animer un collectif de bons profils freelance, data, et de pouvoir les mettre en relation avec des clients qui ont des besoins. Et la dernière initiative, c'est le lancement d'un bootcamp en Analytics Engineering. Et ça fait le lien en fait avec la tendance dont je te parle. Moi, je vois la tendance de l'Analytics Engineering arriver. Là, dans les discussions que j'ai au quotidien, je vois que les problématiques autour de la modélisation sont hyper importantes, hyper actuelles pour plein de sujets, alors que globalement, le sujet de la data et de l'IA est encore en forte accélération, tu vois, sur le secteur. Et j'ai l'impression que là, il y a un petit goulot d'étranglement. Donc, c'est pour ça que je suis super content d'avoir lancé ce bootcamp avec DataBird. Et DataBird, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de formation qui va former déjà plus de 4000 profils à la data analyse. Et ils n'avaient pas de bootcamp sur l'analytics engineering. Et en fait, on se connaissait depuis un moment. Et on a décidé d'unir nos forces pour lancer ce bootcamp. Et l'idée, c'est de voir un peu tous les éléments qui sont importants pour un profil qui souhaite acquérir ses compétences d'analytics engineering. C'est en temps partiel, donc ça peut se faire en parallèle de son job, et ça dure 6 semaines. 6 semaines, ok, voilà. Super. En tout cas, vous aurez tous les liens en description, que ce soit le podcast, que ce soit le bootcamp. Est-ce que tu peux, s'il y avait un livre, par exemple, ou un article que tu devais recommander sur le podcast, ce serait lequel? Ça peut être dans la data, ça peut être de l'IA, ça peut être n'importe quel sujet qui t'intéresse. S'il y avait un article. Un livre ou un article Alors, je savais que tu allais me demander une ressource, donc moi j'avais pensé à citer 2 profils. Ressources aussi. Mais on en a déjà parlé, et en plus j'ai vu que tu avais reçu les 2 sur le podcast, mais c'est peut-être pour remettre le couvert là-dessus. Moi, sur la partie data engineering, un profil qui est pour moi une référence en France, c'est Christophe Blefary, et qui écrit justement la newsletter blef.fr. Donc je recommande pour ceux qui veulent se tenir au courant sur les sujets les plus techniques, mais après il aborde aussi des sujets moins techniques, mais voilà, c'est plutôt des couches assez techniques de l'engineering. De s'abonner à sa newsletter. Et après, sur un sujet complètement différent, plutôt orienté data gouvernance, Charlotte Ledoux, moi j'aime bien la suivre sur LinkedIn, elle partage souvent des articles. Et là, c'est un écosystème vraiment différent. Elle peut parler de sujets techniques aussi, mais elle va plutôt aborder des sujets de data gouvernance, tels qu'ils sont mis en place dans les grosses boîtes, donc avec les sujets de data steward, de qualité, de data catalogue, etc. C'est vachement intéressant aussi. Et elle a aussi une newsletter, je crois, elle a aussi une newsletter qu'elle a lancée, que vous pouvez suivre, quoi. Vous aurez tous les liens en description. En plus, j'ai fait un podcast, comme tu l'as dit, avec
Christophe et Charlotte. Ça s'affiche quelque part là. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'épisode. Et peut-être je peux te citer juste un livre en revanche, moi, que j'ai trouvé trop intéressant et qui rejoint notamment un des problèmes qu'on a évoqué un peu plus tôt sur l'expertise. Ça s'appelle The Software Craftsmanship. Je sais pas si tu l'as lu. Ça, je ne l'ai pas encore lu, non. C'est excellent. C'est vraiment sur un sujet technique, mais c'est pas un livre tech, c'est-à-dire ça ne t'explose pas le cerveau, c'est plutôt agréable à lire, mais c'est super intéressant. Et justement, il explique que pendant longtemps, on pensait qu'on avait résolu tous les problèmes grâce au Scrum parce qu'on s'organisait mieux et qu'on arrêtait le cycle en V. Mais il explique qu'en fait, non, ça ne suffit pas. Qu'en fait, il faut aussi de l'excellence technique dans le développement pour pouvoir créer des projets qui scale et qui sont maintenables dans le temps. Et qu'on avait complètement oublié cette partie. Et il fait un peu référence à ce qu'on disait, qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont cru qu'elles allaient résoudre leurs problèmes data avec, tu vois, genre un profil data scientist junior, alors que non, en fait, c'est des sujets qui sont complexes. Tu peux mettre 5 ans, 10 ans avant d'être très bon sur ce sujet-là. Donc, voilà, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Super. Et pour finir, s'il y avait une personne à écouter ce podcast, ce serait qui ? Sur des sujets data science et justement qui explorent pas mal les sujets IA générative aussi, il y a Marc Sanselme, je sais pas si tu le connais, qui a aussi un podcast. Ah oui, je connais le podcast. Ouais. Je connais le podcast, oui, voilà. je connais, de Data Driven 101, qui est du coup un de nos concurrents podcasters. Mais c'est pas un concurrent, c'est... Il faut augmenter. Ok, je n'hésite pas à regarder son profil. Du coup, lui, il creuse beaucoup les sujets d'IA générative. Il invite beaucoup aussi les éditeurs, enfin les gens qui ont fondé des startups dans cet écosystème-là. Donc, je pense qu'il peut avoir une vision assez pointue du sujet. Super. Merci beaucoup, Robin. Merci, Natacha, de m'avoir invité. Trop content d'avoir fait ça avec toi. Super. Allez, bye. Bye bye. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ce podcast vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez appris de mon échange avec Robin. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que moi, je comprends qu'aujourd'hui, la ressource la plus importante qu'on a, c'est notre attention et notre temps. Et sur cette chaîne, je veux maximiser le retour sur investissement de votre temps. Donc, si à chaque fois, vous écoutez un podcast et vous enregistrez une seule chose, franchement, vous avez gagné énormément. Donc, partagez-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de mon échange avec Robin. Si vous souhaitez approfondir, justement, mieux comprendre le marché de la data, les métiers, les salaires et autres, j'ai fait un podcast avec Kevin où il parle avec vous sans filtre, comment devenir freelance, le salariat, la création de contenu et autres. Allez regarder le podcast, ça s'affiche juste là pour vous qui êtes sur YouTube. Et sur ce, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.